Si vous avez déjà vécu cette expérience dans votre vie, je ne vous apprendrai absolument rien en vous disant qu'une séparation est toujours un processus extrêmement complexe, inévitablement ou presque inévitablement fait de pertes. Les séparations, suivant comment est-ce qu'elles sont vécues, peuvent être plus ou moins douloureuses, elles sont parfois brutales, très conflictuelles et inévitablement, s'il y a des enfants, ça entraînera un très grand élan de tumulte dans leur vie. Une chose est certaine, en tant que parent, tout le monde fait toujours de son mieux pour préserver ses enfants de cette situation. Et si on se retrouve dans l'incapacité de le faire, c'est qu'en général, la situation est tellement douloureuse ou que les problématiques personnelles sont tellement envahissantes que ça obscurcit complètement le champ de vision qui peut être celui des parents. Je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue, psychothérapeute familial et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 besoins fondamentaux des enfants en cas de séparation parentale. Donc que vous cherchiez des applications dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, si vous avez à accompagner des personnes comme moi, des familles qui peuvent être prises dans cette période de crise, cette vidéo est faite pour vous. Alors pour commencer, ça me semble vraiment fondamental de rappeler quelque chose qui va peut-être briser une représentation communément établie selon laquelle une séparation, c'est un processus qui prend du temps. Et on se rend compte que parfois, les séparations sont vécues de manière extrêmement douloureuse, de manière très brutale, parce que les choses ont été faites de manière trop rapide, sans prendre le temps du processus, en imaginant qu'à partir du moment où on décrète, où on décide que c'est terminé, eh bien les choses doivent changer radicalement du jour au lendemain. Comme l'explique vraiment très bien Jean Van Emmelerek dans son ouvrage La Malséparation, il explique qu'autant un couple a eu besoin de se constituer son histoire d'amour, autant il va falloir pour la séparation constituer une histoire de désamour. Tout est une question de processus et de narrative. Et si on se rend déjà compte de ça, si on se dit que la séparation est un processus qui va prendre du temps, que ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser comme ça du jour au lendemain, c'est déjà quelque chose qui va être un gain considérable pour les enfants et pour la manière dont on va pouvoir anticiper les choses pour eux vis-à-vis de leurs besoins. Pour faire cette vidéo, je me suis notamment inspiré d'une étude longitudinale qui a été réalisée par Judith Wallerstein sur les effets du divorce sur les enfants. Et cette étude a abouti à plusieurs préconisations importantes pour les parents, les professionnels de la santé mentale et les décideurs politiques. Donc, je vais vous parler de certaines des recommandations qui ont été faites dans cette étude. Je vous mettrai également un lien dans la description si elle vous intéresse. Alors, le premier besoin fondamental des enfants en cas de séparation parentale, c'est le besoin de sécurité émotionnelle. Et pour ça, ça va vraiment être indispensable d'essayer de maintenir un environnement le plus stable possible pour les enfants. Le moins possible, changer leurs habitudes, changer leur lieu de vie, leur lieu de scolarité, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais quand on est dans un processus de séparation en tant qu'adulte, il y a bien souvent, à ce moment-là, une volonté de changement qui s'impose à nous, ne serait-ce que par survie psychique. Parce que ce soit du côté du divorcé comme du divorçant, il y a en règle générale quelque chose qui commence à s'installer où il y a besoin de nouveautés. Il y a besoin de tourner la page, il y a besoin de faire table rase des anciennes habitudes pour recommencer quelque chose de nouveau, mais ça, c'est quelque chose qui parle du besoin du parent, mais pas du besoin de l'enfant. Donc autant que possible, même si on peut avoir envie de déménager à 600 km de son ex-conjoint ou de son ex-conjointe, l'idéal pour les enfants, ça va quand même être d'essayer de maintenir leurs habitudes, donc de maintenir le lieu de scolarisation dans lequel ils étaient, dans lequel ils ont leurs amis, leur réseau de soutien, des professeurs qui les connaissent, qui peuvent les accompagner à traverser cette crise. Et dans une situation pareille, les enfants vont avoir besoin de pouvoir se confier, de pouvoir raconter ce qu'ils peuvent vivre. Et bien évidemment, même si ce n'est pas une obligation qu'ils ressentent le besoin de le faire, ça sera beaucoup plus facilitant s'ils sont dans un environnement dans lequel ils ont une certaine notion de familiarité avec les personnes qu'ils côtoient. Quand on se met en couple et qu'on constitue une famille, il y a également une mise en commun de plusieurs univers familiaux, amicaux, etc. C'est-à-dire qu'il y a 2 familles qui se rencontrent, les enfants sont en contact avec les grands-parents, avec la famille des 2 côtés, mais également avec tout un réseau amical, un réseau social autour des parents qui s'est constitué autour de ces enfants. Il y a des personnes de l'entourage, des amis qui étaient plutôt les amis d'un des 2 parents et d'autres qui étaient plutôt l'ami de l'autre parent, mais quand le couple
s'est mis ensemble, eh bien, il y a eu comme ça quelque chose qui s'est entremêlé. Et par conséquent, au moment de la séparation, autant on va pouvoir maintenir cet environnement pour les enfants, au mieux ce sera. C'est-à-dire que dans des conditions idéales, ce serait tout à fait possible qu'avec chacun de ces deux parents, les enfants puissent continuer à avoir des liens avec les copains, les copines qu'ils ont pu se faire dans leur environnement qui était familier, c'est-à-dire qui était constitué des différents amis qui pouvaient graviter autour de la famille, des personnes qui étaient proches. Ça, c'est un processus qui sera bien sûr beaucoup plus facile si les parents arrivent à conserver une bonne entente entre eux. Dans un contexte où les parents vont se faire la guerre, où il y a une scission très importante, bien évidemment, le réflexe naturel, ça va être d'aller faire des coalitions avec les personnes qui sont proches, et par conséquent, les personnes les plus proches sont en général les amis que chacun va ramener derrière lui, dans son camp, pour mener cette guérilla ou pour se sentir soutenu face à l'autre. Le deuxième besoin fondamental, c'est un besoin d'amour inconditionnel. Alors ça, c'est pas un besoin qui est spécifique au cas de séparation parentale, c'est un besoin des enfants de manière générale, mais encore plus dans ce contexte-là. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir l'expliciter à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas partir du principe que les enfants savent qu'on leur voue un amour inconditionnel. À ce moment-là, ils ont besoin qu'on le leur rappelle. Parce que qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant dont les parents se séparent ? Tout d'un coup, ce couple symbolique qui représentait pour lui l'unité familiale, les personnes pour lesquelles il pouvait se dire qu'il s'aimait profondément, se séparent. Donc peut émerger dans l'esprit des enfants à ce moment-là qu'on peut aimer très fort quelqu'un à un moment donné et ne plus l'aimer quelque temps après. Et par conséquent, c'est assez naturel qu'ils puissent se faire la réflexion pour eux-mêmes. C'est-à-dire, si mes parents se sont aimés si fort et qu'ils ne s'aiment plus aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'un jour, ils ne vont plus m'aimer moi ? Donc même si ça peut nous paraître surprenant de notre point de vue d'adulte, les enfants ont vraiment besoin qu'on leur explique, qu'on leur dise explicitement, même si avec ton père ou avec ta mère, on ne s'aime plus, ça ne change rien à l'amour qu'on aura tous les deux, toujours, pour toi. Si jamais vous vous demandez d'ailleurs de quelle manière est-ce qu'on peut parler aux enfants de la séparation, comment est-ce qu'on peut leur annoncer même, il y a un excellent podcast de Caroline Goldman qui s'appelle La séparation et dans lequel elle explique vraiment de manière très pertinente comment est-ce qu'on peut parler de tout ça aux enfants. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez aller écouter cet épisode de podcast. Troisième besoin fondamental, ça va être un besoin de retrouver de la constance et des routines. Ça va être vraiment très important pour les enfants, comme je l'ai dit dans le premier point, non seulement de conserver certaines habitudes, mais également de développer des nouveaux rituels, des nouvelles routines qui vont pouvoir structurer leur esprit. En ce qui concerne ce qui se passe chez un des parents et chez l'autre parent, il n'est pas une nécessité absolue que se passent les mêmes choses, que les habitudes éducatives soient strictement les mêmes. L'important, c'est qu'il puisse y avoir une certaine forme de cohérence, que les parents puissent communiquer et aller ensemble vers un objectif commun. Bien évidemment, si le fossé est trop important entre les habitudes de vie d'un côté et de l'autre, ça peut perturber les enfants. Mais il n'y a pas une nécessité absolue que tout soit exactement similaire. Parfois, j'ai pu accompagner des familles dans lesquelles il y avait cette idée selon laquelle il fallait que d'un côté comme de l'autre, les enfants fassent exactement les mêmes choses et les mêmes règles éducatives, qu'on se lève, qu'on se couche, qu'on mange à la même heure chez papa et chez maman. Et lorsque un des deux parents ne faisait pas exactement ce que l'autre avait décidé, ça commençait à tourner en conflit avec cet argument suprême selon lequel les enfants ont besoin de routine. Croyez-moi, bien sûr les enfants ont besoin de routine, mais ils ont des capacités d'adaptation et ils savent très bien que les règles peuvent être différentes chez un des parents et chez l'autre. Donc l'idée, c'est qu'il puisse y avoir quelque chose de suffisamment semblable, qu'il puisse y avoir une cohérence éducative, mais pas de faire du copier-coller de ce qui se passe chez l'un, chez l'autre. Donc il va y avoir des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels qui vont se prendre chez chacun des deux parents, et il y a également des habitudes et des rituels qui doivent se prendre à l'intersection de ces deux mondes. Parce qu'autant que possible, ça sera très facilitant pour les enfants s'ils peuvent voir qu'il y a des espaces de sas qui sont sereins, qui sont sécures. Si pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas possible pour un temps, parce que le conflit est trop présent, parce que la douleur est trop vive, il vaut mieux
essayer de ne pas se rencontrer à ce moment-là, plutôt qu'il y ait des cris, des disputes, qu'il y ait des tensions qui soient vraiment flagrantes devant les yeux des enfants, mais ne jamais considérer que cet état est un état qui va perdurer dans le temps. Avec le temps, les choses vont s'apaiser et ça doit toujours exister dans notre esprit de parents qu'à un moment donné, ça sera possible de communiquer sereinement avec l'autre. Ce qui va bien évidemment être très important dans la constitution des rituels et des routines, c'est de prendre en considération l'âge de l'enfant. Pour ça, ça va nous amener directement au 4e point, qui est la communication adaptée au niveau de développement à l'âge des enfants. Parce que les besoins de routine et de stabilité ne sont pas les mêmes pour un enfant de 3 ans que pour un adolescent de 16. D'ailleurs, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui n'est pas encore assez pris en considération, notamment au niveau de la justice. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a comme ça des grands courants idéologiques et qu'on peut observer, par exemple, plusieurs avocats ou juges ont pu me dire qu'il y avait une tendance à faire de plus en plus de gardes alternées. C'est-à-dire que c'est plutôt la norme de proposer, en cas de séparation parentale, une garde alternée, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, avec toutes les adaptations qui peuvent être possibles au milieu. Il faut bien voir que ce courant, il a évolué notamment avec toute l'avancée sociétale autour de la place et du rôle des pères dans l'éducation des enfants, notamment au niveau de l'investissement affectif. Il y a quelques décennies, on voyait beaucoup moins de pères impliqués comme ils peuvent l'être aujourd'hui, donc ça, on peut s'en féliciter. C'est une des raisons pour lesquelles on propose de plus en plus la garde alternée, mais quand même, il y a aussi cette idée qui est une idée d'équité entre les parents. D'ailleurs, on voit fréquemment aujourd'hui dans les conflits parentaux la question de la garde des enfants comme étant centrale. Et cette requête, cette demande de justice dans le sens de l'égalité entre le temps passé chez l'un et le temps passé chez l'autre. Mais ça, si vous acceptez cette proposition, ça se base sur le besoin de qui ? Le besoin du parent. Pas forcément sur le besoin de l'enfant. L'enfant, lui, si on regarde les choses à travers son prisme à lui, il a besoin de stabilité, il a besoin de repères, il a besoin bien évidemment de garder un contact avec chacun de ses deux parents, de pouvoir accéder à son parent quand il le souhaite, de pouvoir lui téléphoner, etc. Donc il y ait de la communication, mais pas forcément d'avoir exactement la même durée de temps avec l'un et avec l'autre. Et là, c'est très important de prendre en compte l'aspect développemental. Un enfant en bas âge va avoir beaucoup plus besoin d'une stabilité et de repères, c'est-à-dire de dormir au même endroit. Et dans le meilleur des cas, cette décision va se prendre par rapport aux besoins de l'enfant et non pas par rapport aux besoins du parent. Donc, dans la communication adaptée à l'âge, plus les enfants sont jeunes, moins ça va être pertinent de leur donner des détails vis-à-vis de la séparation. On n'a pas à leur expliquer pourquoi est-ce qu'en tant que parent, on se sépare. Ce qui est important, c'est d'avoir un discours simple, compréhensible, basé sur les choses qui peuvent être importantes pour eux. C'est-à-dire, quelles sont les questions des enfants en fonction de leur âge. Ça va être, mais du coup, où est-ce qu'on va dormir ? Est-ce qu'on va avoir 2 maisons ? Est-ce que je vais pouvoir quand même continuer à voir l'autre ? Ce sont des questions assez pragmatiques comme ça, auxquelles il va falloir répondre. Si les enfants sont déjà grands, sont adolescents, à ce moment-là, ça va être important d'avoir une discussion qui est beaucoup plus ouverte, qui va pouvoir permettre de répondre aux questionnements qui sont adaptés à leur âge, de leur donner quelques éléments explicatifs vis-à-vis de la séparation, mais sans rentrer dans des détails qui sont des détails conflictuels. Autant que possible. Ce qui va être très important, c'est de ne pas mêler les enfants au conflit qui peut être celui des parents. On peut leur expliquer les grandes lignes d'un désaccord, mais leur expliquer que ça, c'est quelque chose qui concerne les parents et dans lequel on ne leur demande pas de prendre une implication. Parce que sinon, spontanément, c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est un cadeau formidable que l'on peut faire en tant que parent à nos enfants en leur explicitant le fait qu'on ne leur demande pas de prendre parti, qu'on trace une frontière générationnelle, que ce qui concerne le conflit éventuel des parents, ça se règle à ce niveau-là, et qu'en ce qui les concerne, eux, qu'ils puissent se préoccuper de leur vie, de leurs relations, de ce qui est adapté à leur âge. Et en fonction de l'âge, ça peut être très important d'utiliser aussi des ressources externes, d'utiliser des livres pour raconter des histoires, d'utiliser des médias audio, vidéo, etc. pour que progressivement, on puisse aussi parler de la situation, mais avec un outil, avec un média, parce que parfois, pour les enfants, ça peut être difficile, cette situation de conversation dans laquelle ils peuvent avoir une impression de pesanteur, dans laquelle ils peuvent assimiler ça à un moment dans lequel, par exemple, on a pu leur faire la morale, ou on a pu avoir une discussion
discussion sérieuse avec eux. Donc le fait de leur dire allez viens, on va discuter, c'est quelque chose qui peut leur coûter un effort, alors que si on passe par un média détourné, qu'on peut utiliser le jeu également pour parler de cette situation-là, c'est quelque chose qui peut beaucoup faciliter. 5e besoin fondamental des enfants, ça va être celui de pouvoir être soutenu dans l'expression de ses émotions. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment fondamental que les enfants puissent avoir cet espace de parole, de dialogue, de rébellion parfois, qu'ils puissent exprimer leur désaccord, qu'ils puissent dire comment est-ce que ça les affecte, qu'ils puissent parler de leur vécu émotionnel, de leurs sentiments. Beaucoup trop de fois, j'ai pu accompagner des familles dans lesquelles les parents, croyant bien faire, voulant aller de l'avant, mettaient comme ça une chape de plomb sur toutes les émotions qui pouvaient ressortir vis-à-vis de la difficulté de la situation. Et quand l'enfant ou l'adolescent venait pour dire comment c'était difficile pour lui, le parent lui disait « Allez, faut pas s'attarder là-dessus, voyons de l'avant, viens on sort, ou on fait quelque chose, ne pense pas à ça ». Donc en fait, il y a une action du parent qui est une action bienveillante, qui a pour volonté de soutenir, de changer le moral ou l'état d'esprit de son enfant, mais qui, sans le savoir, vient brider son expression émotionnelle. Et c'est tout à fait OK que les enfants puissent vivre cette période comme étant douloureuse. Parfois, quand il y a une situation de recomposition familiale après la séparation, c'est une situation qui coûte beaucoup d'énergie aux enfants, et il ne faut jamais oublier que les enfants n'ont absolument rien demandé. Donc ils se voient d'une certaine manière imposer la présence dans leur vie, parfois de beaux-parents, parfois de beaux frères et sœurs, et cette cohabitation n'est absolument pas naturelle, quand bien même on voudrait parfois le croire. J'avais entendu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, qui expliquait quelque chose que je trouvais très pertinent, je ne retrouve pas son nom là, mais si vous l'avez, écrivez-le moi dans les commentaires. Il disait, une famille recomposée, ça n'est pas une famille, c'est une communauté. Et si on croit qu'on peut appliquer les mêmes règles que l'on appliquait dans la famille, au niveau de la famille recomposée, il peut à ce moment-là y avoir des grands problèmes. Parce qu'une famille recomposée, c'est en réalité une communauté de personnes qui doivent apprendre à cohabiter, qui doivent apprendre à vivre ensemble, qui doivent dépenser de l'énergie pour développer des rituels, des habitudes communes, mais il n'y a rien qui soit dû, il n'y a rien qui soit obligatoire, et il ne faut jamais qu'en tant que parent, on oublie ça, parce qu'on est en train de refaire sa vie avec quelqu'un, qu'on oublie que pour les enfants, c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup d'énergie, et que c'est très sain qu'ils puissent l'exprimer. Si c'est quelque chose qui est compliqué pour l'enfant d'en parler à son propre parent, on peut très bien mettre en place des adaptations, être facilitateur ou facilitatrice, pour que les enfants puissent parler à des proches, des membres de l'entourage par exemple, ou alors à des professionnels ou à des groupes de pairs. Une autre chose qui est très importante, c'est que ces sas d'expression doivent permettre d'exprimer les besoins ou les sentiments individuels de chaque enfant. C'est-à-dire qu'au sein d'une fratrie, aucun des enfants ne va avoir exactement le même vécu, quand bien même ce sont des jumeaux. Donc ça va être très important de ne pas considérer que parce qu'il y a un des enfants qui a exprimé son ressenti, c'est la même chose pour les autres. Ça va être un processus qu'il va falloir recommencer avec chacun des enfants. 6e besoin fondamental des enfants, ça va être le fait de pouvoir constater qu'il y a des relations positives entre ces deux parents, ou à minima de ne pas être mêlés au conflit qui les regarde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental. Et parfois, quand on est pris dans un élan conflictuel avec l'autre, on peut avoir son regard complètement obscurci, ne pas voir que quand on parle en mal devant son enfant de l'autre parent, on est en train de faire du mal à notre enfant. Parce que si, dans un élan d'agacement ou excédé, je dis devant mon enfant « ta mère est une folle, ton père est un salaud », l'enfant entend « tu es l'enfant d'une folle » ou « tu es l'enfant d'un salaud ». Donc même si c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, on peut penser ce qu'on veut à l'égard de l'autre parent, mais dans un élan de responsabilité, pour le bien de nos enfants, c'est essentiel de ne pas disqualifier l'autre parent devant lui. Et ça, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui peut paraître formidablement compliqué. Mais si on se place dans une optique de construction identitaire et psychique des enfants, c'est quelque chose qui va vraiment être très soutenant pour eux. Si je vous donne un exemple populaire, regardez dans la biographie de Barack Obama, elle explique comment, en fait, son père a abandonné sa mère quand il était enfant. Lui, il a grandi sans connaître son père, et sa mère parlait tout le temps
de manière positive de ce père qui était resté en Afrique. J'ai plus exactement les détails de l'histoire, mais c'est quelque chose qui a pu vraiment le constituer. Et ça aurait été très différent si cette mère avait sans cesse disqualifié ce père en le traitant de lâche, en le traitant de père abandonnique, il s'en fout de nous, etc. L'enfant grandit avec l'idée que son père s'en fout de lui, que son père est un lâche et que par conséquent, il doit y avoir quelque chose de ça en lui, puisqu'il est l'enfant de ce père. A contrario, ce qui s'est passé, c'est que Barack Obama a grandi avec la représentation de son père comme étant un héros. C'est une figure qui a été construite par cette mère. Ce que cette mère a fait à ce moment-là, c'est un cadeau qu'elle a offert à son fils. Donc, quand en tant que parent, vous faites l'effort de tout le temps parler de l'autre de manière positive, ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre parent, c'est un cadeau que vous faites à votre enfant. Et si le conflit est trop présent ou qu'il semble insolvable, c'est là où c'est très important de pouvoir faire appel à un tiers, que ce tiers soit un membre de l'entourage ou bien évidemment un professionnel, un ou une médiatrice familiale, thérapeute, etc. Et enfin, le 7e besoin, c'est celui, tout simplement, que les 6 précédents que je viens de vous citer soient diffusés le plus largement possible. Pourquoi c'est d'une extrême importance? Parce que au plus ces besoins fondamentaux vont être diffusés, vont entrer dans les représentations collectives, vont intégrer chacun des organes même du pouvoir décisionnel, de la justice, plus c'est quelque chose qui va être au bénéfice direct des enfants. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces 7 besoins dans les commentaires. Dites-moi également quelles sont les préconisations que vous faites de votre côté. Quelles sont les choses que j'aurais pu oublier. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.